Une fillette de 6 ans fut traînée de force dans la cour par sa belle-mère et l'amant de celle-ci, juste après être revenu des funérailles. Ensuite, un seau d'eau lui fut versé sur la tête sous prétexte de laver le mauvais sort. Elle serrait son ours en peluche contre elle, ses petites jambes tremblant devant la maison. Soudain, une voiture de luxe s'arrêta brusquement à l'extérieur. Un homme riche en sortit, drapa son manteau sur les épaules de la petite fille et prononça une seule phrase qui ouvrit la confrontation, dans laquelle les méchants seraient contraints de payer le prix. Avant de commencer, veuillez laisser un commentaire avec vos impressions sur cette histoire et nous attribuer une note de 1 à 10. Comment allez-vous aujourd'hui? Si vous avez quelque chose en tête que vous aimeriez partager, je suis toujours là pour vous écouter. Je vous souhaite quelques instants de calme et de sincérité en suivant cette histoire de guérison le long de son chemin de courage et de justice. La porte en bois se referma derrière le groupe qui venait de rentrer du cimetière. La maison était si silencieuse que le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un lourd coup de marteau. Emma Collins, 6 ans, serrait un ours en peluche usé contre sa poitrine, les yeux rouges et gonflés. Cet ours était le dernier cadeau que sa mère lui avait fait avant de mourir dans un accident de voiture des années auparavant. Et maintenant, son père, Richard Collins, un homme d'affaires prospère et un père aimant, venait de décéder après une longue maladie. Dans la vaste maison, Emma se sentit soudain si petite que c'en était suffocant. Karen Collins, 35 ans, la femme qui était entrée dans cette maison il y a seulement 2 ans en tant que belle-mère, avait passé la matinée au cimetière à faire semblant de sangloter et à essuyer ses larmes sans fin. Mais au moment où la porte se ferma, son visage changea complètement. Froid et perçant, ses yeux se posèrent sur Emma sans la moindre trace de compassion, comme si elle regardait un obstacle irritant. Puis-je nettoyer la maison pour vous, maman, murmura Emma, sa voix tremblante. Karen se retourna, laissa échapper un rire amer et répliqua d'un ton dégoulinant d'arrogance, « Désormais, je suis la maîtresse de cette maison, celle qui prend les décisions. N'ose pas jouer les innocentes juste pour gagner ma pitié. » Emma se figea sur place, serrant plus fort son ours, ses petits doigts s'enfonçant dans le tissu effiloché. À ce moment, la porte s'ouvrit. Un homme entra, traînant une valise qu'il laissa tomber lourdement sur le sol. C'était Robert Hay, 38 ans, le frère cadet de Richard. Aux yeux de beaucoup, Robert n'avait longtemps été qu'un homme gâté vivant dans l'ombre de son frère. Pourtant, aujourd'hui, il entra avec assurance, comme si cette maison lui avait toujours appartenu. Robert s'affala sur une chaise, dévissa une bouteille de whisky déjà posée sur la table et prit une longue gorgée. Puis il regarda Emma de haut en bas et cracha par terre. « Bonjour, Emma. Désormais, je serai là, prenant la place de ton père inutile. » Emma halta et recula, balbutiant, « Oncle, pourquoi êtes-vous dans la maison de mon papa? » « C'est la maison de mon papa. » Karen se tourna vers elle, sa voix acerbe et vicieuse, chaque mot frappant comme une gifle sur le visage de l'enfant. « Ton père est mort, tu comprends ça? Dans cette maison, c'est moi qui décide, et mon homme maintenant, c'est Robert. À partir de cet instant, tu n'as plus le droit de parler dans cette maison. Soit tu te tais, soit tu sors. » Emma resta stupéfaite, les larmes aux yeux. Robert laissa échapper un rire méprisant, sa voix stridente dégoulinant de moquerie. « Regarde-toi, juste une petite parasite pathétique qui ne sait rien faire d'autre que pleurer et s'accrocher à cet ours en peluche en lambeaux. Ton père était un imbécile de te gâter, et maintenant tu te prends pour une princesse? Plutôt une princesse ruinée. Dans cette maison, tu n'es qu'une horreur, un fardeau que tout le monde souhaite jeter dehors. » Emma trembla, serrant plus fort son ours en peluche. « Je serai sage. Je ne serai pas un dérangement. » Karen se leva brusquement, les yeux brillants de cruauté. Elle attrapa le bras d'Emma et s'empara de la petite valise déjà remplie de quelques vêtements usés. L'ours en peluche fut arraché des mains d'Emma et jeté dans la cour. Karen sortit en trombe, portant un seau d'eau froide. « Sors de ma maison. J'en ai marre de faire semblant d'être ta mère au bon cœur, sale petite peste. Ton père est mort, ta mère est morte, tout ça à cause de toi. Je dois laver la saleté que tu apportes, enfant maudite. Rien que de te regarder me donne la chair de poule, sans parler de te faire vivre sous le même toit. » Emma haleta de panique. « Non, maman, s'il te plaît. J'ai tellement froid. Je promets que je serai sage, je ne parlerai plus. » Karen serra les dents. « Tu n'es pas de mon sang. N'ose pas m'appeler maman. Je n'accepterai jamais un parasite inutile comme toi. Je ne veux plus voir ta figure dans cette maison une seconde de plus. Sors. »
Elle lança le seau d'eau froide directement sur Emma. L'eau lui trempa les cheveux et les vêtements, s'infiltrant dans sa peau jusqu'à ce qu'elle frissonne de façon incontrôlable. L'ours en peluche gisait détrempé par terre, écrasé sous la chaussure de Robert, tandis qu'il croisait les bras et ricanait, « Regarde ça, pas différente d'un chiot errant. Parfaitement approprié pour elle. » Emma joignit ses mains, les yeux grands ouverts dans une supplication désespérée, cherchant de l'aide. Quelques voisins se tenaient à distance, mais dès que son regard croisa le leur, ils fermèrent rapidement leurs portes et se détournèrent. Personne n'osa intervenir. Emma s'effondra par terre, serrant l'ours en peluche abîmé, ses larmes se mêlant à l'eau glacée sur ses joues. Sa voix rauque traversa la nuit, « Papa, où suis-je censé aller maintenant ?» À ce moment, le son d'un moteur résonna. Une élégante Cadillac s'arrêta juste devant le portail. La portière s'ouvrit, et un homme en sortit. Il portait un costume sombre, ses yeux vifs mais remplis de choc. Il se figea, fixant la scène au-delà du portail. Une fillette de 6 ans recroquevillée dans la cour, trempée jusqu'aux os, les yeux rouges, serrant un vieux jouet comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. Son regard trahissait une douleur qu'il ne pouvait cacher. L'homme serra le poing, et à cet instant, les souvenirs de sa propre enfance abandonnée affluèrent. Il fit un pas en avant, la voix rauque d'émotion, « Que se passe-t-il ici ?» L'homme était Ethan Collins, 40 ans, un millionnaire autodidacte, souvent mentionné dans des magazines financiers tels que Forbes, Fortune et The New York Times. Il avait bâti un empire immobilier s'étendant sur plusieurs États. Connu comme un stratège froid en affaires, mais secret sur sa vie privée, peu savait que derrière cette image glamour, il portait une enfance blessée, abandonnée une fois, vivant dans la peur de la violence de son beau-père et de la négligence de sa propre mère. Le portail s'ouvrit en grand, et Ethan Collins entra dans la cour trempée de pluie. Figé sur place, sa veste de costume sombre bougea légèrement dans le vent alors qu'il avançait. Son visage aiguisé, ses yeux toujours stupéfaits à la vue d'une petite fille, trempée d'eau froide, frissonnant au milieu de la cour. Ethan retira lentement son manteau et le drapa sur les épaules d'Emma. La petite silhouette trembla sous la chaleur qui persistait dans le tissu. Emma leva les yeux, ses yeux rougis par les larmes scintillant d'un espoir fragile. Sa petite main s'agrippa au bord de son manteau, comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. Ethan resserra doucement sa prise sur son épaule, puis leva la tête. Sa voix sortit rauque, chaque mot prononcé avec une colère contenue, « Richard est parti depuis moins d'une journée. Est-ce ainsi que vous traitez sa fille ?» Karen cligna des yeux, ses épaules tremblant légèrement. Une seule fausse larme roula sur sa joue. Sa voix trembla, bien qu'elle portât une pointe glaciale, « Vous avez mal compris, Ethan. Je voulais seulement lui apprendre à écouter, à se comporter poliment. » La fille était têtue, irrespectueuse envers son oncle. Je ne faisais que lui faire un peu peur. Robert laissa échapper un rire moqueur et lui souffla de la fumée de cigarette. Je suis son oncle. Je vous suggère de ne pas vous mêler des affaires de famille. Vous êtes déjà arrivé en retard aux funérailles, et maintenant vous voulez jouer les héros? Cela ne vous regarde pas, alors tenez-vous-en à l'écart. Un éclair froid passa dans les yeux d'Ethan. Les souvenirs affluèrent dans son esprit. À 15 ans, c'est Richard, le même ami qui reposait maintenant dans le sol, qu'il avait tiré de nuit rempli de coups, dessous la table où il se cachait des coups de son beau-père. Richard lui avait offert un abri, une véritable amitié, et maintenant, devant cette scène, Ethan savait qu'il était temps de rembourser cette dette. Emma tira sur sa manche, sa voix tremblante de peur et de désespoir, « Oncle, ils vont me jeter dehors encore. Je n'ai nulle part où aller. S'il vous plaît, aidez-moi. » Ethan baissa les yeux vers elle. À cet instant, la peur dans les jeunes yeux d'Emma était la même terreur qu'il avait autrefois portée dans les siens. Il prit une profonde inspiration, puis se retourna pour faire face à Karen et Robert. « Elle vient avec moi, » dit-il fermement, ne laissant aucune place à la discussion. Karen inclina la tête, ses yeux brillants de malice. Elle était sur le point de protester, mais Robert posa sa main sur son coude et baissa la voix avec un rire moqueur, « Laisse-le la prendre. Cette petite peste reviendra en rampant tôt ou tard. » Karen se figea, ravalant sa colère, forçant un sourire de travers. Elle marmonna entre des dents serrées, « Très bien, si tu veux jouer les héros, vas-y. Voyons combien de temps tu pourras la supporter. Elle n'est qu'un porte-malheur. » Ethan ne répondit pas. Il se contenta de se pencher, de soulever Emma dans ses bras et de sortir directement par le portail. Une élégante Cadillac Escalade attendait déjà,
sa porte s'ouvrant et se refermant doucement derrière eux. À l'intérieur de la voiture, Emma était assise pressée contre le siège, sa petite main serrant un vieil ours en peluche. Ses grands yeux brillaient d'inquiétude avant qu'elle ne murmure, sa voix à peine plus forte qu'un souffle, « Monsieur, allez-vous me laisser aussi, comme ma belle-mère l'a fait ?» Ethan serra plus fort le volant, ses jointures blanchissant. Dehors, les rangées d'arbres s'estompaient et disparaissaient. À l'intérieur de sa poitrine, de vieux souvenirs s'éveillèrent, des nuits où il était assis, frissonnant près d'une fenêtre, attendant une main pour le relever, une main qui ne vint jamais. Il déglutit difficilement, son regard fixé fermement sur la route devant lui. Pas un seul mot ne quitta ses lèvres. Seul le bourdonnement régulier du moteur remplissait le silence, et la tension dans ses mains tremblait si fort qu'Emma put le sentir. La voiture s'enfonça dans l'obscurité, emportant avec elle une question restée sans réponse dans le cœur d'Emma. La peur ne s'était pas encore apaisée. Dans les yeux d'Ethan, le passé et le présent s'entrechoquaient, signalant un voyage dont la fin était encore à écrire. La voiture tourna dans le garage souterrain. Ethan se gara à sa place réservée, coupa le moteur et se pencha pour ouvrir la portière à Emma. Il posa sa main chaude sur son épaule, lui signalant de le suivre. Ils traversèrent le hall, où le portier, Monsieur Harris, fit un léger signe de tête. Il avait la cinquantaine, silencieux et poli. Ses yeux tombèrent sur les vêtements trempés d'Emma, et il sembla vouloir demander quelque chose, mais il se retint lorsqu'il croisa le regard sévère d'Ethan. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ils se tenaient côte à côte. Emma serrait son ours en peluche mouillé, les yeux fixés sur le bout de ses chaussures. Lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, un couloir tapissé les conduisit à l'appartement du coin. Ethan passa sa carte, la lumière clignota, et la porte se déverrouilla. À l'intérieur, le penthouse était spacieux, avec une cuisine ouverte et un salon aéré. Tout était net et ordonné, mais le silence était si complet que le bruit de la respiration semblait fort. Ethan tendit à Emma une serviette douce et lui désigna la chaise. « Assieds-toi ici un instant. Je vais te chercher quelque chose de sec. » Emma fit un petit hochement de tête. Il lui apporta un petit pull et un pantalon de survêtement, puis lui indiqua la salle de bain. Quand elle en sortit, ses cheveux avaient été légèrement séchés, le pull trop grand engloutissant sa silhouette, la faisant paraître encore plus petite. Ethan réchauffa une marmite de soupe au poulet, en versa dans un bol et plaça une cuillère à côté. La douce chaleur se répandit dans l'air. Emma la regarda, puis repoussa le bol. « Je ne mangerai qu'un peu. Je ne veux pas me faire gronder. » Ethan resta silencieux quelques secondes. Il tira une chaise en face d'elle. Sa voix lente et régulière, « Ici, tu n'as pas besoin de demander la permission juste pour exister. Tu manges quand tu as faim. Tu dors quand tu es fatigué. Personne ne te grondera pour ça. » Emma cligna des yeux, comme si elle attendait une condition. Elle prit la cuillère, prit une petite bouchée et souffla doucement dessus. Elle mangea lentement, lui jetant des coups d'œil entre chaque cuillerée. Ethan ne la pressa pas. Il resta simplement assis, les mains croisées, comme s'il attendait que sa respiration retrouve un rythme plus calme. Quand le bol fut à moitié vide, Emma posa la cuillère. « Tu ne me détestes pas, n'est-ce pas ?» Ethan répondit après une pause, « Personne n'a le droit de haïr un enfant pour le simple fait d'exister. » Emma baissa la tête, sa voix s'amincissant, « Ils ont dit que je portais malheur. Tu es la fille de Richard, et tu es toi-même. Personne ne peut te définir par leur cruauté. » Il se leva, prit une fine couverture et la drapa sur ses jambes. Puis il rangea tranquillement. Le tintement de la vaisselle était à peine audible. Emma murmura, « Je ne salirai pas la maison. » Ethan se retourna, offrant un léger sourire. « Une maison est faite pour être habitée. Ce n'est pas une salle d'exposition. Ici, tu as le droit de faire un peu de désordre. » La nuit tomba. Ethan conduisit Emma dans la petite chambre d'amis. Le lit était déjà fait. Il posa une lampe de nuit en forme de lune sur la table de chevet et lui tendit un verre d'eau. « Veux-tu appeler quelqu'un ?» Emma secoua la tête. Elle serra son ours en peluche et se glissa sous la couverture. Ses yeux la piquaient, mais elle se força à retenir ses larmes. Après un moment, un petit sanglot s'échappa, pas plus fort que le vent. « Maman, papa, pourquoi m'avez-vous laissé avec eux ?» Ethan s'assit devant la porte, le dos contre le mur, les mains jointes. Il ne frappa pas, n'intervint pas. Il écouta seulement. Les sanglots à l'intérieur s'estompèrent, s'interrompant par à-coups irréguliers,
jusqu'à disparaître complètement. Ses yeux étaient rouges. De vieux fragments de mémoire s'agitèrent douloureusement. Un petit garçon avait autrefois compté les pas d'un homme ivre dans le couloir, ravalant ses propres pleurs pour ne pas être découvert. Richard avait tiré ce garçon de cet endroit, lui avait donné quelque chose de stable à quoi se raccrocher. Ethan regarda la porte entr'ouverte et se dit qu'il ne laisserait pas l'histoire se répéter. Il retourna à la cuisine, prépara une tasse de thé, s'assit à table et ouvrit son ordinateur portable. Il rédigea un court email à l'avocat Anderson, puis fit une liste de ce qui devait être fait le lendemain matin, confirmer le statut juridique de la tutelle temporaire, contacter l'école d'Emma, organiser une consultation avec un psychologue pour enfants, et passer l'appel inévitable à Karen. Tout devait suivre le bon ordre, sans précipitation, mais sans délai non plus. Il éteignit la lumière de la cuisine, ne laissant que la lampe du couloir, retournant s'asseoir devant la porte de la chambre. Il ferma les yeux quelques minutes. Aucun son, à part la respiration régulière d'un enfant qui venait de subir une journée bien trop longue. Dans le calme, un faible bruit vint de sous la couverture. Emma bougea. Son ours en peluche glissa de sa main et heurta doucement le cadre du lit. Du plus profond de son rembourrage de coton usé, un fragile clic, comme du métal frottant contre du métal, apparut puis disparut. Emma dormait. Ethan ne l'entendit pas. L'appartement retomba dans le silence, comme s'il gardait un secret pas encore prêt à être révélé. Au matin, Ethan poussa doucement la porte du salon et déblaya les bols et cuillères laissés sur la table. Il entendit le léger grincement d'un lit, puis les pas nus d'Emma. La fillette serrait son ours en peluche, pliant la couverture soigneusement par habitude de son ancienne maison. Emma posa l'ours et, par hasard, remarqua une petite couture lâche sur son oreille. Elle tira dessus. Un mince morceau de tissu se détacha, révélant quelque chose de dur coincé à l'intérieur. Emma glissa son doigt et en retira une clé USB argentée, pas plus grande que son doigt. Elle leva les yeux, ses yeux grands ouverts. Oncle Ethan, l'ours est déchiré, et il y a ça. Ethan arrêta ce qu'il faisait et s'approcha. Il lui prit la clé USB, regarda Emma et demanda, « Veux-tu qu'on regarde ensemble ce qu'il y a dedans ?» Emma fit un petit hochement de tête, serrant toujours l'ours en peluche contre sa poitrine. Ethan ouvrit l'ordinateur portable sur la table de la cuisine. Il brancha la clé USB, et l'écran afficha un seul fichier audio, nommé avec une date d'il y a 1 an. Il cliqua sur lecture. Des haut-parleurs, la voix de Richard sortit, tremblante mais claire, « Robert, qu'est-ce que c'est cette bouteille de médicaments ? Je n'en ai pas besoin. Quand je le prends, mon cœur s'emballe. Karen, où as-tu trouvé ça ? La voix de Robert répondit, froide et plate, le médecin l'a prescrit. Prends-le. Tu es faible, ne sois pas paranoïaque. Il y eut un mince silence, puis la voix de Karen glissa, murmurant près de l'appareil, laisse-le boire plus. Laisse-le mourir déjà. Ethan pressa sa main contre le bord de la table. Emma cligna rapidement des yeux, puis éclata en sanglots, la question jaillissant comme si elle ne pouvait plus la retenir, ils ont empoisonné mon papa. Ethan posa doucement sa main sur la sienne. Il garda sa voix basse, calme et ferme, ton père ne voulait pas que tu vives dans la peur. Il t'a laissé la vérité. Emma serra l'ours, ses larmes s'imprégnant dans sa fourrure. Papa savait ce qu'il lui faisait. Peut-être que ton père savait qu'il ne survivrait pas. Il a compris ce qui se passait, et il a cru que quelqu'un te protégerait et préserverait cette preuve. Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais démasquer chacune de ces personnes abjectes. Ethan rembobina quelques sections, écoutant attentivement la respiration, le tintement d'un verre, le grincement d'une chaise. Il ouvrit les propriétés du fichier, fit une capture d'écran et enregistra 2 copies de sauvegarde, une sur le disque dur et une sur le cloud. Ses mouvements étaient précis, pas une seconde perdue. Oncle Ethan, s'ils découvrent ça, ils reprendront la clé USB, n'est-ce pas? Personne ne peut la prendre maintenant. Le regard d'Ethan était stable, sa voix basse. Pas même eux. Il sortit son téléphone et appela un homme d'âge mûr. Quand la voix répondit à l'autre bout, Ethan dit brièvement, « Anderson, c'est Ethan. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Il y a des preuves audio liées à un empoisonnement et un différend familial. » Le professeur William Anderson était professeur de droit et avocat, spécialisé en finance et affaires familiales à New York. Il avait conseillé Ethan dans plusieurs transactions difficiles et était connu pour sa méticulosité. Au téléphone, Anderson parla calmement, laissez tout tel quel.
N'envoyez rien par message. Je vais venir, et Ethan, restez calme. Protégez l'enfant en premier. Ethan raccrocha, puis se pencha pour rencontrer les yeux d'Emma. Ce matin, nous allons prendre un bon petit déjeuner. Après cela, un oncle de confiance viendra te voir. Il ne parle pas beaucoup, mais il est toujours du côté de la vérité. Emma fit un léger hochement de tête. Oncle, si papa était encore en vie, serait-il content que j'aie trouvé ça? Ethan déglutit difficilement. Ton père serait fier que tu aies été assez courageuse pour affronter la vérité. Il plaça la clé USB dans une pochette anti-choc, la rangea dans le mini-coffre de son bureau, la verrouilla, puis envoya un court message à Anderson, 3 copies enregistrées. Une hors ligne. Emma essuya ses larmes avec la manche de sa chemise. Elle prit une profonde inspiration et murmura à son ours en peluche, « Maman, j'ai trouvé ce que papa a laissé. Je le garderai précieusement. » À l'intérieur d'Ethan, la détermination se dressait comme un pilier. Au début, il n'avait eu l'intention que de rembourser Richard, mais dès l'instant où il avait entendu le murmure de Karen, il sut qu'il ne s'agissait plus de gratitude. C'était une responsabilité. Emma était une version plus petite de lui-même enfant, une enfant à qui on avait retiré une place légitime. Il allait la lui rendre. Au même moment, dans un appartement loué, Karen claqua le journal sur la table en verre. La nouvelle de la veille titrait « Le millionnaire Ethan Collins emmène la fille Collins hors de la maison ». Elle enfonça ses ongles dans le bord de la table, sa voix sifflant entre ses dents, « Il me défie ». Robert alluma une cigarette, s'adossa et ricana, « Calme-toi. Ne pleure plus comme ça devant la presse. Ils peuvent voir la fausseté. Tu crois que je ne sais pas que la fille est avec lui, et qu'elle détient toujours des parts de la société ?» Karen se retourna. « Je vais le poursuivre pour enlèvement. Je dirais qu'il l'exploite pour s'emparer des biens. » Robert expira la fumée, les yeux plissés. « Alors poursuis-le. Mais tu dois la ramener à tout prix. Si elle reste hors de portée, notre plan s'effondrera. » Il baissa la tête et parla doucement, comme s'il scellait un ordre tacite, « La fille détient des parts de la société. Elle doit être ramenée à tout prix. Sinon, notre plan s'effondrera. » Cet après-midi-là, le téléphone d'Ethan ne cessa de vibrer. Sa boîte de réception fut inondée de nouvelles alertes, articles, flashs d'informations, commentaires en ligne. Une photo de Karen debout devant la maison apparut partout, les yeux rouges, serrant un portrait en noir et blanc de Richard. Le titre défilait sur l'écran, « Le millionnaire Ethan Collins retire l'enfant de son domicile pour s'emparer des biens. » Ethan éteignit l'écran. Il versa un verre de lait chaud à Emma et dit calmement, « Finis ça, puis nous irons à la bibliothèque. » Emma hocha la tête, serrant fort son ours en peluche, le regard méfiant refusant de s'estomper. Ils entrèrent dans le hall de la bibliothèque publique. L'espace était feutré, les pas doux sur le sol. Au bureau d'information, une jeune femme leva les yeux et offrit un doux sourire. Elle avait une vingtaine d'années, les cheveux soigneusement attachés, un badge épinglé à son pull, Emily Carter, bibliothécaire, responsable des archives numériques et des registres publics. Sa voix était calme et claire, « Comment puis-je vous aider, vous et votre petite, aujourd'hui ?» Ethan posa un mince dossier sur le bureau, une copie du testament, des documents d'enregistrement des actions, le calendrier de traitement de Richard. Nous devons vérifier tout cela, authenticité, date et toute irrégularité. Emily jeta un coup d'œil au document, puis tendit la main vers Emma. « Bonjour, je m'appelle Emily. Je vais t'aider à trouver les bonnes réponses. » Emma lui prit la main légèrement. Emily se tourna vers son ordinateur, accédant aux bases de données des entreprises, aux registres électroniques et aux dossiers publics de l'hôpital. Ses clics étaient précis. Puis ses yeux se figèrent sur un détail. Ici, dit-elle, tournant l'écran pour qu'ils puissent tous deux voir, l'accord de transfert d'action est daté du 14 mars. Ethan se raidit. Le jour où Richard a été admis à l'hôpital pour la 2e fois. Emily hocha la tête. Les dossiers hospitaliers confirment qu'il était sous sédatif pendant 48 heures. La signature sur ce contrat n'aurait pas pu être la sienne, à moins que quelqu'un d'autre ne l'ait signé. Elle imprima 2 copies, les agrafa et marqua la divergence de date avec un stylo rouge. Je vais créer un tableau comparatif, date de contrat, journaux d'admission à l'hôpital et anciens échantillons de signature de Richard. L'incohérence ici est significative. La voix d'Emma était un murmure, vous me croyez ? Je ne mens pas. Il me déteste.
Émilie rencontra ses yeux. Je te crois, et je t'aiderai. Ethan expira lentement, posant sa main sur l'épaule d'Emma comme une encre. Il se tourna vers Émilie. Merci. S'il y a des frais de photocopie ou d'accès au dossier, mettez-les sur mon compte. Émilie secoua la tête. Les registres publics sont un droit pour chaque citoyen. Je ne fais que mon travail. Elle marqua une pause, puis baissa la voix, mais vous devriez vous préparer à une autre attaque médiatique. J'ai déjà vu un deuxième article apparaître sur le site d'actualité locale. Ils racontent l'histoire à leur manière. Un message du professeur William Anderson arriva à ce moment-là. Gardez Emma près de vous. J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection temporaire pour l'enfant et informé le tribunal de la famille. Préparez des duplicata de toutes les preuves. Ethan répondit, nous avons des enregistrements audio. Il y a des signes de falsification de contrat. Rendez-vous cet après-midi. Ils se dirigèrent vers la station de numérisation. Émilie guida les petites mains d'Emma pour placer les papiers sur la vitre et appuyer sur le bouton. Tu fais ça très bien. Emma esquissa le plus léger des sourires, pour la première fois de la journée, ses yeux se détendirent. Ethan saisit le moment pour passer un rapide appel à son bureau. J'ai besoin que l'équipe juridique prépare un rapport comparatif des signatures de Richard de 2019 à 2023. Urgent. Le téléphone sonna à nouveau. C'était un numéro inconnu. Une voix de femme se présenta comme journaliste. Nous voulons poser des questions sur les allégations d'enlèvement. Ethan garda son calme. Je publierai une déclaration une fois que le tribunal aura rendu une décision temporaire. Je ne répondrai pas en dehors du cadre légal. Il raccrocha, ne permettant pas à la question suivante de s'échapper du haut-parleur. Émilie termina l'impression, agrafa les papiers dans un dossier et le tendit à Ethan. C'est la copie à soumettre. Je garderai le duplicata à la bibliothèque, comme l'exigent les règlements sur les archives. Si quelqu'un demande, je répondrai conformément à la loi. Ethan inclina légèrement la tête. Merci, Émilie. Émilie sourit. Merci de l'avoir amenée ici, au lieu de la laisser se débrouiller seule. Quand ils quittèrent la bibliothèque, la brise du soir soufflait doucement dans la rue. Ethan guida Emma à travers le passage piéton. Il savait que Karen ne s'arrêterait pas. Elle avait de l'argent, des avocats et des caméras prêtes à enregistrer toute histoire qu'elle voudrait raconter. Il resserra sa prise sur le dossier, se rappelant le rythme, lent, constant, légal. La nuit tomba alors qu'il retournait à l'immeuble. Dans l'ascenseur, Emma posa sa tête sur son épaule, respirant régulièrement. « Es-tu fatigué aujourd'hui » demanda Ethan doucement. « Je vais bien. Je ne veux pas retourner dans cette maison. Tu n'auras jamais à retourner dans un endroit qui te fait peur. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et ils entrèrent dans le couloir. Ethan marqua une pause d'une demi-seconde. De l'autre côté de la rue, sous l'ombre des arbres, une voiture noire était garée. Ses phares clignotèrent une fois, puis s'éteignirent, comme un clin d'œil délibéré. Ethan fit entrer Emma, verrouilla la porte en toute sécurité et sortit sur le balcon pour regarder en bas. Sur le siège du conducteur, Robert astenait une cigarette entre ses lèvres, ses doigts tapant un rythme sur le volant. La lueur de la cigarette fendit l'obscurité, révélant le sourire froid au coin de sa bouche. Il pencha la tête en arrière, comme s'il savait exactement quel appartement avait la lumière allumée. Les deux hommes se regardèrent à travers la distance silencieuse. Ethan ne recula pas. Il tira simplement le rideau, passa un rapide appel à la sécurité de l'immeuble et envoya un seul message à Anderson, ils nous ont suivis jusqu'à la porte. Dehors, les phares clignotèrent une fois de plus, puis le silence. La voiture ne partit pas. Une menace silencieuse planait, attendant juste en dessous de l'immeuble. Ethan tira les rideaux et appela la sécurité. Il leur demanda d'augmenter les patrouilles autour du hall et du parking. 15 minutes plus tard, la voiture noire s'éloigna enfin. Ethan griffonna une note rapide à Anderson, ils se sont présentés en personne. Le lendemain matin, il emmena Emma à la bibliothèque. Émilie la salua au bureau des enfants et lui tendit une boîte de crayons. Elle se pencha vers Ethan et parla doucement, « Je vais rester avec elle. Allez vous occuper de votre travail. » Ethan hocha la tête, posant une main sur l'épaule d'Emma. « Je reviens tout de suite. Reste ici avec mademoiselle Émilie. » Emma fit un petit hochement de tête, serrant son ours en peluche, ses yeux le suivant jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les étagères.
Ethan retourna dans l'ancien quartier des Collins. Il sonna à la porte de l'appartement 2B. La porte s'entr'ouvrit. Une femme âgée, aux cheveux blancs soigneusement coupés et aux cernes sous les yeux dus au manque de sommeil, jeta un coup d'œil. C'était Dorothy Wilson, la voisine de longue date de la famille. « Désolé de vous déranger si tôt », se présenta brièvement Ethan, lui tendant une carte de visite. « J'étais un ami proche de Richard. J'ai besoin d'entendre ce que vous avez vu hier. » Dorothy serra les lèvres, une main agrippant le bord de la porte, comme si elle craignait que quelqu'un n'entende. Elle murmura, « Je les ai vus. Ils ont traîné la fille dans la cour. Robert lui a saisi le poignet, et Karen tenait un seau d'eau. Ils lui ont versé directement sur la tête. » Elle tremblait comme une feuille. Mais Dorothy recula légèrement. « J'avais peur de parler. Ils ont de l'argent, ils ont des relations. J'ai peur. » Ethan n'insista pas. Il expira lentement, rencontrant ses yeux. « Si vous restez silencieuse, Emma ne sera jamais libre. Je serai à vos côtés. Vous ne serez pas seule. » Dorothy resta silencieuse un long moment. Puis elle ouvrit la porte plus largement, comme si elle ouvrait son cœur. « Je veux dire la vérité, mais j'ai besoin de savoir que je serai protégée. Mon avocat organisera la protection des témoins. Vous n'aurez qu'à dire exactement ce que vous avez vu. » Ethan lui tendit un bout de papier avec le numéro de téléphone d'Anderson. Il ne parle pas beaucoup, mais il fait bouger les choses. Ils marchèrent jusqu'à l'arrière-cour, près du bord du parking. Un homme était assis sur une vieille caisse en bois, portant une veste usée aux épaules effilochées, tournant un morceau de pain sec dans sa main. C'était Frank Miller, le sans-abri souvent vu autour de l'immeuble. Dorothy appela, « Frank, viens ici un instant. » Frank plissa les yeux vers Ethan, instinctivement méfiant. Ethan lui tendit une tasse de café chaud qu'il venait d'acheter au coin de la rue. « J'étais un ami de Richard. » Frank l'accepta, la chaleur s'infiltrant dans ses mains gercées. Il s'éclaircit la gorge. « Je l'ai vu hier. Ils ont traîné cette fille comme un sac. Elle a glissé sur les marches, pleurant sans un bruit. J'ai voulu intervenir, mais Robert m'a regardé comme s'il allait me tuer si je bougeais. Je dis ça parce que je ne veux pas qu'un enfant vive comme j'ai dû vivre. Je dirai la vérité. » Ethan lui serra fermement l'épaule. « Merci. » Il lui tendit une autre carte, ainsi qu'un papier indiquant l'heure d'un rendez-vous. « C'est votre rendez-vous avec Monsieur Anderson. Je serai là avec vous deux. » Dorothy hocha la tête. Frank hocha la tête. Les trois restèrent silencieux quelques secondes, scellant un petit vœu en plein jour. Dans l'après-midi, Ethan retourna à la bibliothèque chercher Emma. Emily avait déjà imprimé un tableau comparatif chronologique. Elle parla rapidement, « J'ai réussi à contacter le service des archives de l'hôpital. Le calendrier du contrat de transfert ne correspond pas à l'état sous sédation de Richard. » Ethan répondit sèchement, « Bien. Demain, nous rencontrons Anderson. Soumettez cela avec le témoin. » Alors que la nuit tombait, Emma se coucha tôt, serrant son ours en peluche, sa respiration régulière. Ethan ouvrit son ordinateur dans le bureau. Il chercha dans d'anciens emails et comptes de services liés à la voiture que la femme de Richard conduisait. Un dossier de maintenance apparut. Il y avait un rapport technique du fabricant avec une courte note en anglais, entrée d'écrasement anormal du journal BCMECU. Ethan ouvrit la pièce jointe. Une carte de circuit apparut à l'écran avec d'étranges entrées de journal, marquées exactement une semaine avant l'accident. Il appela un ami ingénieur automobile et le mit sur haut-parleur. « Je regarde des journaux étranges dans le BCM. Ce n'est pas lié au frein. On dirait que quelqu'un a trafiqué l'unité de commande centrale, forçant des commandes incorrectes. » La voix à l'autre bout répondit fermement, « Si c'est le cas, cela a demandé de sérieuses compétences. Aucun amateur n'aurait pu le faire, et il aurait fallu un accès direct au véhicule. » Ethan expira lentement. « Je me souviens que Richard se plaignait souvent que Robert empruntait la voiture, disant des choses comme aller chercher sa petite amie ou l'emmener pour l'entretien, quand la femme de Richard était encore en vie. »« Alors c'est ça, » dit brièvement l'ami. « Gardez les données brutes intactes. Imprimez-les. Faites plusieurs sauvegardes. Ne touchez plus la voiture. » Ethan enregistra des copies, imprima les fichiers et les plaça dans une pochette étanche. Sur la couverture du dossier, il écrivit une seule ligne, ECU, pas les freins, probablement l'œuvre de Robert.
Il se cala dans sa chaise et jeta un coup d'œil à travers une fente dans le rideau. Les lumières de la ville brillaient toujours, mais de l'autre côté de la rue, sous un auvent, une silhouette sombre se tenait immobile. On aurait dit que la personne était là depuis longtemps, assez patiente pour attendre que quelqu'un glisse. Ethan tira le rideau, éteignit la lumière du bureau et laissa seulement la veilleuse dans le couloir. Il se rendit dans la chambre d'Emma et jeta un coup d'œil. La petite fille dormait toujours, serrant son ours en peluche, une mèche de cheveux tombant sur sa joue. Ethan murmura comme s'il se parlait à lui-même, « Robert, tu n'as pas seulement tué ton frère. Tu as aussi pris la vie de la mère d'Emma. Tu as volé le bonheur. Tu as volé les rires de toute une famille. » Il verrouilla la porte du balcon et vérifia 2 fois le système de sécurité. Son téléphone vibra. Un message d'Anderson indiquait « Demain 9h. Apportez le témoin et les preuves techniques. » Ethan ferma le téléphone et s'assit par terre, appuyé contre la porte d'Emma. Il ferma les yeux quelques minutes. Dehors, la silhouette sombre restait. Une petite étincelle de cigarette jaillit puis s'éteignit. Aucun pas ne suivit, mais le sentiment d'être observé persistait, aigu et indéniable, comme une ombre pressée contre son dos. Le lendemain matin, le téléphone sonna avec insistance. Ethan venait d'ouvrir les rideaux lorsqu'il vit le message de Dorothy, la fenêtre de la cuisine a été brisée, et une brique gisait au milieu du sol. Il l'appela aussitôt. La voix de Dorothy tremblait, « Hier soir, j'ai entendu un bruit. Quand je suis sorti, la vitre était cassée. J'étais terrifié. » Ethan dit à Emma de rester avec Monsieur Harris dans le hall, puis se rendit à l'ancien appartement. Dorothy ouvrit la porte, ses mains encore parsemées d'éclats de verre. Ethan mit des gants et ramassa la brique. Enroulé autour, il y avait un morceau de papier avec 3 mots griffonnés, « Tais-toi. » Dorothy expira brusquement. « Je sais qui a fait ça, mais je ne retirerai pas mes paroles. » Avant qu'Ethan ne puisse ranger la brique, son téléphone vibra à nouveau. Un bénévole de l'église rapporta que Frank avait été attaqué dans l'arrière-cour et recevait les premiers soins. Ethan conduisit Dorothy en toute hâte. Frank était affalé contre un mur, du sang s'échappant du coin de sa bouche, les yeux gonflés et meurtris. Il essaya de sourire, « J'ai encore mes dents, ne vous inquiétez pas. » Ethan se pencha. « Qui a fait ça ?» Frank haussa les épaules. « 3 gars, je n'ai pas pu voir leur visage. Ils m'ont dit de me taire. » « Je ne peux pas faire ça. » Dorothy plaça une bouteille d'eau dans la main de Frank. « On y va ensemble, personne n'est laissé derrière. » Ethan appela l'avocat. À l'autre bout, la voix calme du professeur William Anderson. « Documentez tout. Prenez des photos de la scène. Faites examiner Frank pour que nous ayons un rapport médical. J'informerai le tribunal de l'intimidation des témoins. » À midi, Ethan revint chercher Emma. Elle venait de sortir de la salle de lecture des enfants, serrant son ours en peluche contre sa poitrine. Quand Ethan expliqua brièvement ce qui était arrivé à Dorothy et Frank, le visage d'Emma devint pâle. « C'est tout à cause de moi. Si je n'étais pas là, il n'aurait pas été blessé. » Ethan se figea, puis s'agenouilla pour rencontrer ses yeux. « Non, Emma, les coupables, ce sont eux. Tu ne portes le péché de personne. Mais ils me détestent. Ils détestent la vérité. Ils ne te détestent pas. » Cet après-midi-là, Ethan amena Emma au cabinet d'avocat en centre-ville, au 14e étage. La plaque de laiton affichait « William Anderson, The Squire ». Une femme d'âge mûr ouvrit la porte, se présentant comme Paula Green, l'assistante juridique. Elle sourit à Emma. « Voudrais-tu un chocolat chaud ?» Emma fit un petit hochement de tête. Anderson sortit de la salle de conférence, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et au regard calme et clair. Il serra la main d'Ethan, puis se pencha légèrement vers Emma. « Bonjour, ma chérie. Ici, les adultes vont parler de choses compliquées, mais je vais essayer de m'assurer que tu comprennes en mots simples. » Dans la petite salle de réunion, Ethan plaça une clé USB et un dossier sur la table. Anderson brancha l'appareil, écouta l'enregistrement et arrangea les papiers dans l'ordre, la déclaration préparée de Dorothy, des photos du verre brisé, des photos des blessures de Frank, le tableau chronologique qu'Emily avait imprimé, et le rapport technique sur le système de contrôle électronique de la voiture. Anderson parla lentement, presque comme en comptant les battements, « Nous avons besoin de preuves solides, témoignages au tribunal, enregistrement avec expertise numérique vérifiée, et preuves techniques de la voiture.
Je demanderai une ordonnance de protection des témoins pour Dorothy et Frank. En même temps, je déposerai une requête pour que l'enfant soit placé sous votre garde en vertu d'une tutelle d'urgence. Ethan hocha la tête. J'en ai assez pour commencer. Mais la vérité sur l'accident de sa mère, je ne peux pas encore tout dire à la fille. Elle s'effondrerait. La porte grinça doucement. Emma se tenait sur le seuil, tenant une tasse de cacao, les yeux écarquillés. Elle avait dû entendre la moitié d'une phrase. Ma maman, ce n'était pas un accident? Le silence tomba dans la pièce. Ethan s'avança, posant une main sur son épaule, sa voix tremblante mais claire, un jour, tu sauras tout, mais aujourd'hui, laisse-moi porter cela avec toi. Emma leva les yeux, ses lèvres tremblantes. Alors, mon papa le savait? Ton père a laissé ce qui était nécessaire pour te protéger. Il t'aimait beaucoup, ajouta Anderson, son ton stable, notre travail est de mettre la vérité en lumière, pièce par pièce, par la loi, au bon moment. Tu n'es pas seul. Emma hocha la tête, les yeux humides mais s'accrochant au mot, pas seul. Paula entra, portant un mince dossier. C'est la requête pour une ordonnance de protection temporaire et le calendrier de l'audience. Anderson signa, puis se tourna vers Ethan, ce soir, limitez les allées et venues. Ne laissez pas la fille sortir seule. J'ai informé la police locale des menaces. En fin d'après-midi, ils quittèrent le tribunal. Ethan tenait la main d'Emma sur le chemin du retour. Monsieur Harris dans le hall regardait autour de lui plus attentivement que d'habitude. Dans l'ascenseur, Emma s'appuya contre le bras d'Ethan et murmura, « Si je dois parler au tribunal demain, je dirai la vérité. » Ethan resserra sa prise sur sa main. « Je serai juste à côté de toi. » La nuit tomba. Ethan prépara un dîner simple. Emma mangea peu, mais pour une fois, elle ne s'arrêta pas à mi-chemin. Après son bain, elle s'assit près de la fenêtre, séchant son ours en peluche, silencieuse comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible. Ethan réorganisa les dossiers, vérifiant toute une dernière fois, clé USB de sauvegarde, photos de la scène, rapport technique, ébauche de témoignages. La télévision du salon s'alluma pour les informations du soir. La présentatrice lisait sèchement, nouveau développement dans la bataille pour la garde de l'enfant Collins. L'écran montra Karen dans une robe noire, les yeux brillants alors qu'elle se tenait devant les caméras. Elle parla clairement, presque répétée, « Je me battrai pour retrouver la garde de ma fille. » Le millionnaire Ethan Collins n'est rien d'autre qu'un homme avide essayant de s'emparer des actions. Le salon sembla s'enfoncer sous le poids de ses paroles. Emma se tourna, serrant son ours en peluche. Ethan n'éteignit pas la télévision. Au lieu de cela, il s'avança, bloquant la moitié de l'écran pour qu'Emma ne voie que lui. « Écoute-moi, dit-il lentement, chaque mot délibéré, le bruit n'est pas la vérité. » La diffusion continua. Des titres en gras défilaient sur l'écran. Dehors, la ville s'illuminait. Une autre nuit tombait, et la tempête de l'opinion publique ne faisait que commencer. Ethan éteignit la télévision, empila les fichiers proprement et vérifia la clé USB une dernière fois. Le lendemain matin, il tint la main d'Emma alors qu'il traversait les portes du tribunal de la famille du comté de New York. Le couloir était bondé de monde. William Anderson marchait à ses côtés, portant un épais dossier. Il fit un petit signe de tête à Paula Green, la parajuriste qui attendait déjà. Un huissier de justice, Miller, les guida vers la salle d'audience 3. À l'intérieur, la juge Patricia Coleman était assise en hauteur sur le banc, son expression sévère. À gauche se tenait l'avocat de la défense Avery Clark, représentant Karen. À droite, dans la galerie du public, plusieurs journalistes étaient présents. Karen portait une robe noire, les yeux rouges, et regardait directement les caméras. Robert était assis à ses côtés dans une chemise sombre, son visage soigneusement figé dans le rôle de l'oncle bienveillant. Le greffier appela les noms des parties. La juge frappa son marteau. L'audience est ouverte. L'avocat Clark se leva le premier. Ma cliente, Madame Karen Collins, est une mère désespérée. L'enfant a été retiré de son domicile, contre la volonté du tuteur, par Monsieur Ethan Collins, un homme d'affaires puissant. Il s'agit d'un enlèvement déguisé en protection. Karen sanglota à point nommé, pressant un mouchoir contre ses yeux. Ethan se tint droit, sa voix stable. Votre honneur, cet enfant a été soumis à des abus psychologiques. Ils l'ont traîné dehors et lui ont jeté de l'eau comme si elle était un objet. J'ai des témoins. La juge dit, faites entrer le témoin.
Dorothy Wilson s'avança, les mains tremblantes. Elle se présenta comme la voisine du dessous. Je les ai vus sortir la fille. Robert lui tenait le poignet. Karen portait un seau d'eau et le lui a versé directement sur la tête. La petite fille s'est recroquevillée et a supplié. L'avocat Clark interrompit, « Avez-vous une rancune personnelle contre ma cliente ?» Dorothy secoua la tête. « Non. J'avais peur parce qu'ils ont de l'argent et de l'influence. Mais la vérité est que je l'ai vu. » Frank Miller vint ensuite. Il portait un bonnet tricoté usé, sa voix rauque mais ferme. « Je dors dans l'allée à l'arrière. J'ai entendu l'enfant pleurer. Quand j'ai levé les yeux, je l'ai vu se faire traîner et trébucher. J'ai voulu intervenir, mais Robert m'a regardé comme s'il allait me tuer si je bougeais. Je dis ça parce que je ne veux pas qu'un enfant vive comme j'ai dû vivre. » La juge hocha la tête, prenant des notes. Anderson plaça soigneusement la clé USB sur la table. « Votre honneur, c'est un enregistrement, caché à l'intérieur de l'ours en peluche laissé par la mère biologique de l'enfant. J'ai vérifié les horodatages et les métadonnées. Avec la permission du tribunal, j'aimerais le faire écouter. » La salle d'audience tomba dans le silence. La voix fatiguée et tremblante de Richard sortit des haut-parleurs, « Qu'avez-vous mis dans la bouteille ? Je n'ai pas besoin de ça. Quand je le bois, mon cœur s'emballe. Karen, où l'avez-vous trouvé ? » La voix de Robert, froide comme la glace, répondit, « Le médecin l'a prescrit. Bois juste. » Et puis le murmure de Karen vint si près qu'il effleura le microphone, « Laisse-le boire plus. » Un murmure s'éleva puis s'estompa. Le visage de Robert devint pâle alors qu'il se levait de sa chaise. Faux. Fabriqué. N'importe qui pourrait assembler ça. Anderson ne tourna pas la tête. Votre honneur, j'ai soumis un rapport de vérification de l'origine du fichier, de l'heure d'enregistrement, et la confirmation qu'il n'y a aucun signe d'altération. Ceci est le rapport joint. Il sortit une autre liasse de papier, attachée avec une agrafe rouge. De plus, concernant le décès de l'épouse de Monsieur Richard, le rapport technique montre que le système de contrôle central du véhicule avait été trafiqué. Ce n'étaient pas les freins. Les paramètres de l'EQ et du BCM ont été altérés. Quiconque a fait cela avait à la fois la compétence et l'accès à la voiture. La juge leva les yeux. Et la source de ce rapport ? Anderson répondit, de la société de maintenance, avec les journaux système. Il a été authentifié par leur représentant technique sous serment. L'avocat Clark tenta d'intervenir, spéculation. Personne n'a directement nommé ma cliente. Anderson poursuivit, Robert avait l'habitude d'aider en emmenant le véhicule pour l'entretien lorsque la victime était encore en vie. C'est le journal du garage que nous avons récupéré. Les entrées correspondent à l'heure exacte de l'interférence. La juge tourna les yeux vers la table de la défense. Madame Karen Collins et Monsieur Robert Hay, souhaitez-vous faire une déclaration ? Les mains de Karen agrippèrent le bord de sa chaise, sa voix défaillante, je me souciais de cette fille. Je ne faisais que l'éduquer. Ethan ne la regarda plus. Il se pencha et parla doucement à Emma, tu n'as pas à dire quoi que ce soit si tu ne le veux pas, Emma prit une profonde inspiration mais se leva tout de même. Sa voix était petite, mais étonnamment claire, s'il se souciait de moi, il ne m'aurait pas jeté de l'eau. Il n'aurait pas ri quand je pleurais. La salle d'audience tomba dans le silence. Les mains d'Emma agrippaient l'ourlet de sa robe, ses yeux ne se cachant plus derrière personne. La juge la regarda longuement, puis se tourna vers le greffier. Enregistrez les paroles de l'enfant mot pour mot. Anderson présenta un autre document, un tableau chronologique préparé par Emily Carter. C'est la preuve de l'accord de transfert d'action, signé alors que Monsieur Richard était sous forte sédation. Il n'aurait pas pu le signer lui-même. Les échantillons de signature ne correspondent pas, la juge feuilleta rapidement, son regard s'aiguisant. La Cour reconnaît des signes de falsification dans ce document civil. L'avocat Clark commença à se lever, mais Robert perdit le contrôle, grognant, cette gamine ment, et il n'en veut qu'à l'argent. Karen tira sur la manche de Robert, ses mains tremblant violemment. La juge frappa le marteau, sa voix ferme, ordre. Compte tenu de ces conclusions préliminaires indiquant un risque d'abus, la Cour émet une ordonnance de protection d'urgence pour l'enfant, Emma Collins, la plaçant sous la tutelle temporaire de Monsieur Ethan Collins. De plus, la Cour ordonne la détention immédiate de Madame Karen Collins et de Monsieur Robert et afin de faciliter l'enquête sur les accusations d'empoisonnement, de maltraitance d'enfants et de détournement de biens.
La prochaine audience sera fixée une fois que le procureur aura complété le dossier. Karen s'effondra sur sa chaise. Robert resta figé comme une statue de pierre. Les officiers du tribunal s'avancèrent, les menottant avec des gestes professionnels. Les flashs des appareils photo éclatèrent dans la pièce. Emma éclata en larmes, se jetant dans les bras d'Ethan. « Est-ce qu'il me reste quelqu'un ?» Ethan l'enlaça, pressant sa tête contre sa poitrine. « Tu m'as toujours, et tu t'as toujours toi-même. » Le marteau frappa une fois de plus. Le bruit de la pièce revint comme une vague déferlante, mais dans cette petite étreinte, un silence chaud s'ouvrit, défiant la tempête qui montait dans la salle d'audience. Après le dernier coup de marteau, Ethan signa l'ordonnance de tutelle temporaire. Il passa son bras autour de l'épaule d'Emma alors qu'il quittait la salle d'audience, sa petite main agrippant la sienne et refusant de lâcher. Dans le couloir, Paula Green lui tendit une enveloppe avec les papiers de transfert et lui rappela les prochains rendez-vous avec le bureau de l'aide sociale. Ethan hocha la tête en signe de remerciement, puis se pencha et dit à Emma, « Rentrons ensemble à la maison. » Cet après-midi-là, un serrurier vint changer la serrure. La porte en bois qui avait autrefois claqué au visage d'Emma s'ouvrit maintenant d'un doux clic. Elle se tenait sur le seuil, ses petites chaussures figées sur place. Ethan posa une main sur son dos. « Désormais, cet endroit ne contiendra plus d'ombre. Nous en ferons un nouveau départ. » Emma prit une profonde inspiration et entra. La vieille pièce portait encore l'odeur de la peinture, et quelques cadres vides sur le mur semblaient attendre que de nouveaux souvenirs les remplissent. Le lendemain matin, les gens commencèrent à arriver un par un. Emily Carter apporta une boîte de livres pour enfants et quelques petits tapis, souriante. Elle posa une main sur l'épaule d'Emma. Ton coin lecture attendait ses livres. Dorothy Wilson portait un sac de tissu, des rideaux qu'elle avait cousus pendant la nuit. Je ne suis pas une experte de mes mains, mais je voulais que les fenêtres aient des couleurs chaudes. Frank Miller se présenta avec une nouvelle veste et une boîte à outils à la main. Il sourit faiblement, laissez-moi essayer de construire quelques étagères en bois. Les compétences de la rue fonctionnent toujours. William Anderson examina chaque papier, chaque permis et le plan de transformation de la maison en centre communautaire. Et un nouveau visage apparut, Linda Johnson, la propriétaire du Corner Café, environ 60 ans, avec une voix aussi chaleureuse qu'un four. Elle déposa un plateau de sandwich et de soupe chaude sur la table. Je n'ai pas de mots fantaisistes, mais personne ne guérit l'estomac vide. Toute la journée, les sons se mêlèrent, martèlement, rire, le bruissement du papier peint. Ethan porta des pots de peinture. Frank grimpa aux échelles. Dorothy mesura des rideaux. Emily étiqueta des livres. Linda prépara du cacao, et Anderson passa de pièce en pièce, vérifiant les tâches qui nécessitaient encore d'être classées. Sur un tableau blanc, Ethan écrivit une ligne et l'encercla, centre phare de l'espoir. En soirée, Emma se tenait devant sa chambre. Les murs avaient été repeints dans des couleurs vives. Le vieux lit avait maintenant des draps frais. Elle toucha la surface du bureau, l'endroit où se trouvait autrefois une photo avec son père. « J'ai peur d'entrer ici », murmura-t-elle. Ethan s'appuya contre l'embrasure de la porte. « Tu as le droit d'avoir peur, et tu as le droit de rester. » Emma hocha la tête. Elle ramassa son ours en peluche, le posa sur l'oreiller, puis se tourna et dit doucement, « Je veux remettre la photo de mon papa. » Le lendemain, une assistante sociale se présenta. Mademoiselle Rivera, une femme aux cheveux courts, avait un regard doux mais ferme. Elle posa quelques questions simples à Emma, prit de courtes notes et jeta un coup d'œil à la maison, qui prenait régulièrement une nouvelle vie. Avant de partir, elle dit à Ethan, « La meilleure chose pour un enfant est un adulte constant. » Continuez ainsi. La semaine passa. Emma retourna à l'école. Le premier jour, Ethan l'accompagna jusqu'au portail et attendit qu'elle soit en sécurité en classe avant de partir. Ce soir-là, Emily ouvrit un petit coin lecture pour les enfants du quartier. Frank venait de finir de construire 2 longues étagères en bois, la fraîche odeur de pain planant dans la pièce. Linda apporta un plateau de biscuits, avertissant « N'en mangez pas trop, sinon vous aurez mal au ventre », puis glissa secrètement un sac supplémentaire dans le sac à dos d'Emma pour qu'elle l'emporte chez elle. Dorothy s'assit près de la fenêtre, tricotant une écharpe, levant occasionnellement les yeux pour sourire à Emma. Anderson reçut le premier document, reconnaissant la maison comme un centre communautaire temporaire, bien qu'ils attendaient toujours le permis complet. Une nuit, alors qu'Ethan pliait une couverture dans le salon, Emma sortit, ses doigts tordant l'ourlet de sa chemise.
Elle le regarda longuement, puis demanda sans détour, « Veux-tu vraiment être mon papa, ou est-ce juste parce que mon père te manque ?» Le silence régna dans la pièce pendant plusieurs respirations. Ethan posa la couverture et s'accroupit pour que ses yeux rencontrent les siens. « Au début, c'était à cause de ton père. Il m'a sauvé quand j'étais enfant. Je pensais que je payais une dette. Mais maintenant, c'est à cause de toi. Mon cœur te choisit. » Emma se mordit la lèvre, les yeux remplis de larmes. « Si un jour tu ne te souviens plus de mon père, me choisirais-tu encore ?» Ethan esquissa un léger sourire. « Je pourrais oublier beaucoup de choses, mais je n'oublierai jamais les mots que j'ai prononcés. » Le week-end, une enseigne temporaire portant l'inscription « Centre phare de l'espoir » fut accrochée au porche. Des enfants curieux du quartier s'y aventuraient. Emma, timide au début, gagna en confiance. Elle montra les étagères de livres, distribua des crayons et leur montra comment plier des avions en papier. Quand un garçon demanda timidement « Tu vis ici tout le temps ?» Emma hocha la tête. « Oui, et vous pouvez venir ici tous les après-midi. » La veille de Noël approchait. Linda dressa la table. Emily accrocha des lanternes en papier. Dorothy posa un bol de bonbons à la menthe poivrée, et Frank construisit un sapin de Noël avec du vieux bois. Ethan plaça une petite boîte sur la table, enveloppée de papier violet avec un ruban blanc. Quand la maison devint silencieuse, il appela Emma, « Viens ici, ma chérie. » Emma s'assit, ses yeux passant de la boîte à lui. Ethan hocha la tête. « Vas-y, ouvre-la. » Elle dénoua le ruban et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une nouvelle écharpe violette, douce et assez longue pour draper ses épaules. Sous l'écharpe gisait une fine enveloppe, le papier jauni par le temps. Emma la sortit. L'écriture était familière, stable, Richard Collins. Ses mains tremblèrent alors qu'elle leva les yeux vers Ethan. Il fit un petit signe de tête. Elle ouvrit la lettre. La première ligne était écrite clairement, « Si tu lis ceci, cela signifie que la vérité a éclaté. Fais confiance à Ethan, car je lui fais plus confiance qu'à personne. » Emma serra la lettre contre sa poitrine. Dehors, les lumières de Noël clignotèrent. À l'intérieur, la pièce devint silencieuse un instant, comme pour laisser les mots de Richard reposer dans l'air avant que quiconque ne respire à nouveau. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer, et cette lettre en était la porte. Emma plia la lettre de Richard, la plaça dans la petite boîte en bois qu'Ethan lui avait fabriquée, puis la verrouilla avec la petite clé qui pendait à la lanière de son poignet. Un an s'était écoulé depuis ce moment. Aujourd'hui, elle se tenait sur une chaise, attachant le dernier ruban à l'enseigne en bois au-dessus du porche. Ethan tenait l'échelle. « C'est stable ?» Emma sourit. « C'est stable. » Elle sauta, l'écharpe violette sur ses épaules flottant légèrement. À l'intérieur, le centre phare de l'espoir brillait de lumière chaude. Des enfants sans abri se rassemblaient, chacun tenant une tasse de chocolat chaud que Linda Johnson avait préparée. Emily Carter disposait des livres sur la table avec une étiquette indiquant « Cadeau de Noël ». Dorothy Wilson ajustait les rideaux qu'elle avait cousus à la main. Frank Miller alluma la guirlande lumineuse qu'il avait fabriquée à partir de bois recyclé. Le professeur William Anderson arriva un peu en retard, portant une épaisse enveloppe. Emma courait autour du sapin de Noël, son écharpe violette effleurant ses joues, ses yeux pétillants. Elle se pencha pour murmurer à l'oreille d'un ours en peluche posé sur l'étagère, « Aujourd'hui, je ne pleurerai plus. » Ethan se tenait près de la porte, lui souriant, puis regardant le porche. Les souvenirs affluèrent, le jour où il avait vu la petite fille, trempée par un seau d'eau en plein jour, tremblante, levant son visage comme si elle implorait de l'aide. Il murmura doucement, pour lui seul, « Richard, j'ai tenu ma promesse. » Anderson s'avança, sa voix basse. « Il y a des nouvelles officielles. » Il ouvrit l'enveloppe et tendit à Ethan une épaisse décision de justice, estampillée du sceau. Robert et Karen Collins ont été lourdement condamnés pour empoisonnement, abus et fraude dans l'acquisition de biens. La falsification du système de contrôle de la voiture de la femme de Richard a été confirmée. Les preuves techniques et les témoignages de témoins ont scellé l'affaire. Ethan expira, repliant les papiers. « Merci, Bill. » Emily, ayant entendu, sourit. La justice peut tarder, mais elle ne disparaît jamais. Ethan appela, « Viens ici, ma chérie. » Emma courut vers lui et lui prit la main. Anderson se pencha. « Félicitations, courageuse petite fille. » Emma hocha la tête,
regarda Ethan, puis parla soudainement lentement et clairement, comme si elle déclarait quelque chose longtemps gardé à l'intérieur. « Papa, à partir de maintenant, je n'ai plus peur. » Toute la pièce marqua une pause. Ethan resserra sa main autour de la sienne, les yeux humides. « Oui, ma fille. » Linda siffla doucement. « C'est l'heure. » Les enfants se pressèrent autour du sapin. Frank actionna l'interrupteur, et les lumières éclatèrent de brillance. Dorothy distribua des bonbons à l'amande poivrée. Emily plaça un livre emballé dans les mains de chaque enfant. « Ouvrez-les ensemble. » Le bruit de papier déchiré remplit la pièce, suivi de vifs applaudissements, joyeux mais non chaotiques. Sur le mur, le tableau fraîchement accroché brillait sous la guirlande lumineuse, centre phare de l'espoir, où chaque enfant a le droit d'espérer. Emma tira la main d'Ethan, le menant vers le coin de la pièce où la photo de Richard était placée avec soin. Elle déposa une petite étoile en bois que Frank avait sculptée, puis murmura, « Papa, j'ai lu la lettre. J'ai fait tout ce que tu as demandé. Je crois. » Ethan posa sa main sur son épaule. « Et tu as aidé beaucoup d'autres enfants à croire avec toi. » Anderson se pencha et dit rapidement à Ethan, « Les papiers de tutelle permanente seront prêts après les fêtes. Le tribunal souhaite examiner quelques points de procédure supplémentaires, mais ce n'est qu'une formalité. » Ethan hocha la tête, incapable de cacher un léger sourire. Les enfants se rassemblèrent pour chanter. Leur voix était inégale mais chaleureuse. Emma se retourna et leva la main. « Papa, on peut chanter ensemble ?» Ethan répondit, « Guide-moi. » Tous les deux se tenaient côte à côte, leur voix rejoignant la foule, n'ayant pas besoin d'être fortes, seulement régulières dans le rythme. Dehors, derrière les portes vitrées, la neige commença à tomber, fine comme de la poussière. Paula Green, l'assistante d'Anderson, s'arrêta et tendit un petit sac à dos à Emma, se présenta, puis se précipita vers le bureau d'accueil. Emma sourit, la remercia et plaça le sac à côté de son ours en peluche. Elle se tourna et serra Ethan fort dans ses bras, comme pour confirmer le mot qu'elle venait de prononcer. Ethan la retint, pressant doucement son front contre ses cheveux doux. Les cloches de l'église voisine sonnèrent, profondes et régulières. Tout le centre devint silencieux un instant, comme si tout le monde écoutait un seul battement de cœur partagé. La neige sur le porche se déposa sur la nouvelle enseigne, brillant sous les guirlandes lumineuses. Emma leva les yeux vers le ciel à travers la fenêtre, sa petite main agrippant celle d'Ethan. Elle parla clairement maintenant, ne tremblant plus, « Maman, papa, je ne suis plus seule. » Ethan se pencha, sa voix douce mais résolue, tendre comme un vœu, « Et tu ne seras plus jamais seule. » L'histoire se termine avec les lumières chaudes du centre phare de l'espoir, mais le message reste ouvert. Quand le mal nous pousse dans l'obscurité, la gentillesse éclaire le chemin. Karen et Robert ont payé le prix devant la loi. Emma a été entourée d'amour et a appris à se tenir droite. Et Ethan a tenu la promesse qu'il avait faite à un ami disparu et est devenu la famille que son cœur avait choisie. C'est la dernière pensée que nous voulons vous laisser. Les méchants seront punis. Les bons seront récompensés. Et la justice peut tarder, mais elle ne manque jamais d'arriver. Où vous situez-vous dans cette histoire? Dans le moment de douleur, comme Emma, ou dans la décision de se relever, comme Ethan? Avez-vous déjà été témoin d'une injustice démasquée, ou d'une main secourable tendue au bon moment? Si vous aviez une Emma près de vous, que feriez-vous aujourd'hui pour apaiser sa peur? Dites-nous vos pensées, car même une seule ligne de votre part pourrait être la lumière guidant quelqu'un qui se sent perdu. Je voulais aussi prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous ces derniers temps? Cette histoire vous a-t-elle noué la gorge à un moment donné? Si votre journée vous semble un peu lourde, j'espère que cette fin vous apportera une touche de chaleur. Notre chaîne sera toujours là pour écouter, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, et n'oubliez pas de partager cette vidéo afin que plus de gens puissent entendre ces histoires réconfortantes et guérisseuses. Merci d'être avec nous. Chaque vue et chaque mot de feedback que vous nous donnez est l'encouragement qui nous pousse à continuer, afin que nous puissions continuer à raconter des histoires qui guérissent, des histoires qui nous rappellent qu'au bout du chemin, la lumière attend toujours.